Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. Je suis encore et toujours bien à jour. On est le 11 novembre, je viens de finir d'enregistrer l'épisode de septembre. Et je vous souhaite maintenant la bienvenue sur mes œuvres du mois d'octobre. Je ne suis toujours pas à jour. Alors que j'étais à jour jusqu'à partir en vacances 2 semaines début août. Et en ayant perdu 2 semaines début août, je suis là à mi-novembre en train de terminer l'épisode d'octobre. Ce qui nous fait 2 semaines de retard en soi. Enfin, je suis censé l'avoir terminé début novembre, mais bon. On n'est pas non plus extrêmement loin maintenant. Mais voilà. Entre les maladies, le fait de profiter un peu et le nouveau rythme avec le boulot depuis le 9 septembre, et ben ça nous mène à ça un petit peu en retard, à une grosse vidéo que j'aimerais bien sortir début décembre qui n'a toujours pas bien avancé, et à aucun live depuis le 9 septembre au soir. C'est différent comme rythme, et je trouve ça un peu dommage. Moi j'aime bien être un petit Komorebi régulièrement, mais là je suis en galère comme pas possible en ce moment. Mais bref, me voilà. N'hésitez pas à me dire comment vous allez-vous. Quelles œuvres vous avez découvert courant du mois d'octobre. Et ce que vous avez pensé des œuvres dont je vais parler dans cet épisode. Je vous souhaite un bon visionnage, une bonne écoute. Et on se retrouve pour discuter un petit peu à la fin de l'épisode, bien sûr. Ce mois-ci, nous avons une partie bande dessinée, c'est pas tous les mois, ça fait plaisir. Celle-ci se compose de 2 BD que je n'ai pas aimées. Ah, ça fait moins plaisir. Tout d'abord, j'ai lu le volume 6 de Zombielenium. Parce qu'en fait, j'ai fait le tour des différentes bandes dessinées que je suis. Voir s'il n'y en avait pas une qui avait sorti un nouveau tome récemment et sur lequel je serais passé à côté. J'avais lu les premiers volumes de Zombielenium quand j'étais au collège. Les 2, voire 3 grands max premiers, à l'époque du collège. Et c'était sympathique. Donc je me suis dit récemment, tiens, ça serait bien que je les prenne d'occasion, histoire de mettre à jour et de suivre la parution. J'avais dû faire ça aux alentours de la sortie du volume 5, que j'avais récupéré tranquillement. Donc j'avais lu la suite, qui était un peu moins bien, parce que les idées était moins développé, puisque plus sur l'intrigue inhérente à la série, qui n'est pas non plus des plus passionnantes, mais qui est là. Et donc là, en regardant, je me suis rendu compte que le volume 6, littéralement le dernier de la série, est sorti depuis 2 ans. Oups! Et j'ai commencé ma mini-critique en disant « J'aime rien, c'est simple ». Je parle pas que du volume, c'était vraiment dans une période où les très rares films que je regardais, parce qu'en ce moment j'ai même plus le rythme de regarder des films, en plus de tout le reste, les mangas que je lisais, les comics que je lisais, les BD que je lisais me plaisaient moyen. Soit c'était moyen, soit c'était pas bien, et il y avait rien de positif, c'était au secours. Parce qu'en fait, dans ce volume-là, c'est la conclusion, certes, mais c'est beaucoup, mais alors, beaucoup trop rapide. Oh, cette catastrophe! C'est fou d'aller aussi vite. Il y a eu genre 2 tomes d'introduction, 3 tomes de vrai lancement d'intrigue avec plein de problèmes qui arrivent et des nouveaux personnages qui s'y ajoutent, et un seul tome pour conclure avec beaucoup d'actions et beaucoup de corrections à faire très vite. C'était compliqué à tout placer et c'est pas fonctionnel de fou. Parce qu'au final, les différents grands démons jouent le parc d'attractions avec un pari à la con sur un jeu entre sorcières. On a Gretchen, notre sorcière principale, qui participe seule pour le compte d'aucun des démons. Puisqu'évidemment, en ce moment, il y a un petit problème avec son copain, qui est un démon pourtant, mais voilà, ça marche pas très bien. Et elle gagne assez facilement ce jeu, parce qu'elle est gentille. Déjà, elle arrive bien à tenir, alors qu'il y a quand même des sorcières
plus jeunes, qui ont plus de motivation et plus de trucs à faire, qui sont censés s'en sortir bien. Mais elle est tranquille. Et au moment où elle est en difficulté, elle avoue la vérité à la sorcière qui est introduite au volume 4, je crois. Qu'en fait, depuis le début, elle s'aime bien. Et que c'était un quiproquo, le fait que elle se soit éloignée parce qu'elle aurait visiblement été méchante. Et grâce à ça, elle gagne encore plus facilement. Alors qu'elle n'est pas non plus méga en difficulté. C'est un petit peu dommage. Et en plus de ça, pour le final, on a Aurel qui est transformé en démon depuis Belle Lurette. Et d'un coup, il se réveille, il se sacrifie, et tout va bien. C'est sacrément simple. Et il manque beaucoup d'attache pour les personnages, le fait que ce soit aussi simple. Parce que niveau enjeu et niveau développement, ça limite quand même un petit peu ce que tu peux en faire quand c'est aussi simple. Alors, le volume a pas non plus été aidé par le fait que j'étais plus trop dans les volumes précédents, donc j'avais plus la chute en tête, ni les différents problèmes, ce qui n'aide pas à apprécier la conclusion de quelque chose. Quand t'as plus la montée en puissance des problèmes et tout, le fait que ça se répare, ça manque d'impact du coup. Donc au final, je ne sais pas spécialement quoi faire de ce volume, on va pas se le cacher, et même pas trop quoi faire de la série au global, parce que finalement, hormis les 2 premiers volumes, dont j'aime bien les idées pour présenter ce parc à thème de l'horreur, et rempli de mes souvenirs du collège, j'en retiens pas grand chose. Peut-être qu'une relecture un jour pour une grosse vidéo pourrait être intéressante. On verra bien ce que l'avenir nous réservera, même si pour l'instant j'irai pas grand chose. Yes, les blagues tristes comme ça j'adore. Derrière, j'ai également lu Aliénor, la légende noire intégrale, volume 1. C'est quelque chose dont j'avais particulièrement rien à foutre, mais mon père l'a trouvé à un prix plutôt raisonnable à un vide-grenier, et me l'a balancé sur mon lit, puis après toujours il venait « lis-le vite, moi je veux le lire !» Et j'en avais pas spécialement envie, mais bon, vu mes passe-temps, et vu ce que je fais avec Komorebi, ça serait quand même pertinent de découvrir des œuvres qui ne m'intéressent pas au premier abord. Donc j'ai lu, et j'ai pas du tout aimé. Trop bien. Parce que déjà, la période historique sur laquelle est basée l'œuvre, donc le côté noble de l'époque médiévale, c'est vraiment pas un côté qui me parle et qui me fait envie. Que ce soit côté histoire pure ou même côté pop culture. Je crois que la seule œuvre, tout média confondu, que j'ai appréciée avec cet environnement historique, c'est Game of Thrones. Saison 1 à 4, bien sûr. Donc, il faut quand même un sacré putain de niveau pour me plaire avec ces idées de base. Et ici, c'est pas le cas. Parce que du coup, c'est 3 tomes de BD, je crois, rassemblés en un seul gros tome. Et avec 3 tomes de BD, on a beaucoup de sexe et la volonté d'avoir du pouvoir d'Aliénor. Et c'est tout. Parce que de toute façon, les 2 éléments sont très liés. Elle veut du pouvoir, donc elle baisse par-ci par-là. Plus que par plaisir. Parce que, quand t'es une femme, c'est un peu ça ton pouvoir. Les personnages me plaisent pas trop du tout. Pour moi, ils existent même pas vraiment. Ce qui, quand même, limite sacrément leur intérêt. On va pas se le cacher. J'ai bien apprécié le roi. Il se fait manipuler tout du long, n'est maître de rien et ça marche plutôt bien. Parce que même en étant roi, le cœur des hommes est quelque chose de fragile bien sûr. Et même la partie où il se rattrape et sa fin me plaisent beaucoup. Beaucoup plus que le personnage d'Aliénor en tout cas, qui, me laisse
tellement indifférent. Je suis pas très dans les envies de pouvoir, et je suis pas très dans le sexe. Alors ça m'a laissé tellement loin de ces enjeux. Voilà, et c'était beaucoup trop long. Hein. Pour voir que c'est que 3 tomes de BD, ce qui est normalement pas si long, là les 3 d'affilée, c'était infiniment long. J'ai vraiment abandonné la lecture au milieu du tome 3. Après j'étais en pilote automatique, je réfléchissais plus à rien, je lisais qu'à moitié, et j'ai un peu abandonné cette aventure quoi. Dommage. Nous attaquons maintenant la partie comics, qui est largement celle qui a la plus grande moyenne de cet épisode. Comme quoi, hein, mes sujets en début de cette année 2024, où le podcast a été créé, c'était très largement le cinéma, puis les mangas. Le cinéma avec beaucoup de bonnes choses, puis les mangas avec pas mal de trucs un peu moyens qui se sont accumulés au fil des années, qui sont en chemin pour se terminer, qui sont un peu lassants, qui sont ce qu'ils sont tout simplement. Et en même temps, j'ai décidé de découvrir les comics et je passe de très bons moments avec, pas tout le temps évidemment, hein, parce que on peut pas être chanceux à tous les coups ou se plaire de tout, parce que les comics ça reste très vague. Mais en ça, entre les films que je regarde presque plus, je suis à un par mois depuis 2 mois. Ça faisait plusieurs années que je regarde 3-4 par semaine, on va dire en moyenne. C'est un petit peu en deçà. Et les mangas qui a toujours ce même problème, hein, c'est bien, gars, mais bon, on va pas se cacher. Il y a des baisses de régime par-ci par-là. Bref, ce mois-ci, niveau Marvel Must Have que j'ai découvert, j'ai d'abord lu Spider-Man, la vengeance des Sinister Six. Et j'ai trouvé ça bon. Ce qui est déjà un sentiment plutôt agréable, on va pas se le cacher. Alors, c'est pas spécialement grâce aux méchants, hein, parce que les Sinister Six fonctionnent quand même très moyen, on va pas se le cacher. En fait, il y a littéralement aucune confiance en eux, les uns envers les autres, mais genre aucune du tout. Leur relation évolue pas, donc c'est assez compliqué à faire évoluer cette situation, on va pas se le cacher. Et le fait d'être un groupe, n'a aucune utilité. Alors, évidemment, c'est lié au fait qu'ils sont pas du tout unis. Donc, rendre un groupe pas uni utile, c'est quand même pas simple. Et c'est pour ça que ils le font pas. Et que je dirais même qu'ils n'essayent pas spécialement. Parce que c'est pas quelque chose de spécialement possible. On a également beaucoup de héros qui vont et qui viennent devant la caméra. Que ce soit pour aider Spidey ou pour leurs propres idées. Ce qui fait qu'il y en a assez peu qui sont développés parce que ils sont très nombreux et pas régulièrement présents. Mais écoute, ça fait des petits bonus sympathiques si tu les aimes bien et ça aide un peu quelques justifications dans le fait que Spidey ne soit pas aidé à tel moment mais soit aidé un peu plus tard ou ce genre d'éléments. Donc ce qui est quand même plutôt cool. Mais assez étrangement, malgré les choses qui vont plutôt vite, autant pour les nombreux ennemis que pour les nombreux alliés qui font des allers-retours dans tous les sens, le volume était bon à découvrir. C'est assez étonnant dit que ça, mais en même temps on a un peu de personnel, la marque de fabrique de Spidey, ce qui est super intéressant, avec MJ, et leur envie d'avoir un bébé, mais actuellement c'est compliqué parce que c'est la merde partout au niveau de Spidey et de leur boulot, et en même temps c'est compliqué parce que est-ce que les gènes d'araignée et tous ces problèmes de super-héros ne risquent pas de retomber sur son bébé, et ça serait pas un peu la merde? Donc il pose des questions à d'autres super-héros alliés, c'est intéressant comme sujet, on va pas se le cacher, ça marche plutôt très bien. Surtout plus par rapport au deuxième sujet personnel, qui est le fait que MJ, pour participer à un film qui lui ferait grave rêver, doit accepter de participer nu, ce qui freine un peu Spidey.
ça reste un sujet sympathique. C'est ça qui est bien avec Spidey. Des beaux combats, un bon trio super-héros, et qui pose pas mal de questions du côté perso. Bon, malheureusement, pour la partie nue, il veut pas parce que c'est gênant, malgré le fait que ce soit son rêve, ce qui la limite un petit peu, uniquement pour son envie. C'est pas fou comme message. D'autant plus que la conclusion, c'est qu'il avait raison. Parce qu'il la voulait nue juste parce qu'elle est belle, pas parce que c'est une bonne actrice et qu'il voulait vraiment jouer avec elle. Et c'est dommage, je pense, de donner raison à Spidey sur ce sujet-là. Il y avait un peu mieux à faire sur la façon de faire évoluer leur couple ensemble. Mais j'ai passé un bien bon moment. Et j'ai presque envie de dire qu'avec Spidey, c'est facile. Mais bon, j'aime le perso, si les histoires sont cool, on va pas bouder notre plaisir, hein, écoute. On profite. Derrière, j'ai lu Fantastic Four, Marvel Knights 4, du coup, assez logiquement. J'ai à dire 4, mais ça me paraît con quand c'est les Fantastic Four. On a une vision différente des 4 fantastiques. Ah oui, j'étais en train de me demander pourquoi est-ce que j'avais écrit ça là, sur la vision différente des 4 fantastiques. Mais c'est qu'ils font face à des problèmes beaucoup plus humains. Enfin non, ils sont beaucoup plus humains, pardon, et ils ont des problèmes de la vie de tous les jours. Alors, pas sûr que ce soit les héros les plus pertinents pour traiter de ce sujet-là, mais c'est ce qu'ils font, et en soi, c'est pas si pire, ça marche plutôt pas mal. Parce qu'en fait, littéralement, le problème, c'est qu'ils n'ont plus d'argent du tout, aucun des 4 fantastiques, et donc ça parle du fait de chercher du boulot, du fait d'essayer de continuer à maintenir leur équipe à flot alors que la situation a bien changé avec des problèmes d'argent. Ça parle de la parentalité compliquée, parce que Mr. Fantastic est un sacré con, à fond dans ses recherches, la science, les nouvelles idées. Il délaisse un peu ses gosses et sa famille, donc Sue a un peu quelques problèmes à régler avec lui, ce qui marche pas mal. Il cherche à la fois à se refaire une renommée, à se refaire financièrement, à décompresser. C'est des sujets qu'on voit pas rarement avec ces personnages qui seraient pas choquants de voir avec Spider-Man par exemple. Et là on les a avec une équipe qui était normale à la base, puis qui sont tous devenus mutants et qui sont éloignés de tout ce qui est normalité. Alors, les voir revenir à quelque chose de plus terre à terre après avoir goûté à l'extraordinaire, ça marche. Voilà, derrière on a des aliens OSEF dans un ovni qui foutent un peu la merde. Mais bon, écoute, on va pas dire que c'est par ces personnages-là que le volume va briller. Par contre, pour ces 4 personnages principaux, ça marche bien, ils sont tous cool. Mr. Fantastic, par le dialogue et la réflexion. La femme invisible, par le fait qu'elle est, genre, beaucoup trop forte. Tout le monde la vend comme la plus forte, et c'est le cas, je crois, mentalement, c'est celle qui marche le mieux, et qui paraît le plus équilibrée. La torche humaine, c'est par son envie, qui lui fait faire des choses démesurées, qui le dépassent, et qui le rendent exceptionnel. Et la chose, c'est par ses actes directs, sans aucune arrière-pensée, sans rien, qui marche bien. Très bon volume, encore une fois. Quel plaisir ces comics. Et ça ne s'arrête pas là, puisque j'ai terminé mes 3 comics par Spider-Man Le Dernier Combat, qui est littéralement l'œuvre que j'ai préférée sur ce mois de octobre. Et ça fait plaisir de fou. Le volume est immense, ça me faisait un peu peur. Généralement quand les volumes sont si gros, je suis pas rassuré sur le temps que je vais passer dessus et sur le fait que je risque de m'ennuyer au bout d'un moment. Et là, c'est fou que sur une longueur comme ça soit aussi bien rythmé tout du long. C'est trop agréable. Et je me rends compte du coup après ces 3 volumes que c'est pas que j'aime rien en ce moment, au moment où j'écrivais ces lignes. C'est juste qu'il y avait rien de bien,
Parce que là, quand c'est bien, qu'est-ce que je kiffe. On retrouve Spidey, donc encore une fois, on a 1 million de problèmes à cause de son identité secrète et à cause de ses petits soucis personnels. Ce qui marche trop bien, c'est agréable de voir les deux sujets être aussi liés et se marcher dessus l'un l'autre. Oh, j'ai vraiment écrit ça. J'ai écrit qu'il y avait un plan tentaculaire. Ce qui est hilarant, je sais plus si c'est Dr Octopus qui est à l'origine du plan. Si c'est le cas, le jeu de mots est super. Si c'est pas le cas, bah c'est dommage, parce que c'est complètement con d'avoir fait ici. Mais écoute, fallait tenter. Oui, le plan est immense. On a une vengeance du côté des vilains. On a plein de vilains qui se battent entre eux, contre Spidey, qui ont plusieurs plans, que ce soit un peu côté mafieux, côté vilain pur, côté Sinister Six, donc les amis les plus connus, pas en équipe cette fois, mais ouais, c'est pour mentionner qui peut être par là. Il y a de l'argent pour le fils du vautour, qui serait malade, donc ça pose des questions morales. On a Venom qui se balade parce qu'il s'ennuie et qu'il aimerait bien voir d'autres choses. Il y a plein de sujets dans tous les sens, et tout ça, c'est genre un seul plan immense du méchant qui fait intervenir genre littéralement tout le monde, et tout le monde avec leurs propres petits soucis perso, leurs petites idées, parce que tout le monde est comme Spidey. Ses soucis perso, c'est quelque chose qui apporte beaucoup dans les motivations, du côté super héroïque, super vilain. Et c'est trop intéressant. Et en plus de ça, c'est quand même sacrément cool d'avoir un personnage qui marche bien et qui est cool à suivre. Parce que quand on n'est pas attaché au personnage ou qui marche pas vraiment, raconter des trucs intéressants avec, c'est plus compliqué. J'ai trouvé la conclusion un peu facile. Après un plan aussi immense, avec un Spidey tout seul et très peu d'alliés, j'ai l'impression qu'il gagne plutôt facilement. C'est pas inintéressant, mais un peu facile comme conclusion. Mais vu le niveau de l'aventure globale, c'est pas si grave, en soi. Et en plus, la relation avec le bouffon vert est quand même bien écrite. Ça fait plaisir de voir un adversaire être aussi proche de notre araignée, parce que ça permet pas mal de sujets. Avoir un personnage proche qui le connaît bien et qui le connaît encore plus dans ce volume-là, qui peut jouer vraiment avec ses points faibles, qui sont nombreux, parce que Spidey est un humain, ça marche très bien. En vrai, j'avais passé un excellent moment de lecture. Nous attaquons maintenant la partie film de cet épisode du mois d'octobre. Cette partie ne se compose que de une seule œuvre. Encore une fois, je crois que c'était le cas aussi en septembre. Ah non, en septembre c'était 7. J'ai commencé à ralentir en septembre et j'ai rien fait en octobre. Les soirs, j'étais soit sur YouTube, soit au sport, soit en train de bosser un peu, soit en train de comater comme pas possible. Comment c'est possible qu'en octobre j'ai eu disparition des lives, disparition du fait de regarder des films, disparition des enregistrements pour Komorebi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, le seul film que j'ai vu en octobre, quasiment un mois après le précédent, et j'en ai toujours pas vu depuis, c'était Simple comme Sylvain, et c'était un très bon moment. C'est le film qui a obtenu le César 2024 du meilleur film étranger. Et bon, j'ai vu aucun des concurrents, je crois, je vais pas regarder la liste des nominés, mais il me semble que j'en ai vu aucun. Et j'ai quand même passé un très bon moment, suffisant pour dire que c'est quand même mérité. Je sais pas par rapport aux autres, mais je sais que c'est un film suffisamment bon pour pouvoir l'avoir, quoi. Le film est simple, comme Sylvain, évidemment, mais il n'en reste pas moins très humain. Et ça fait plaisir, après autant de temps sans regarder de film, d'avoir le droit à un film aussi humain, aussi propre, aussi mignon.
Parce qu'en fait, on suit une dame qui, un peu comme tout à chacun, la crise de la quarantaine, je cueillais son âge, mais au moins ça permet de saisir l'idée. Est-ce que c'est quarantaine, est-ce que c'est plus, j'en sais rien. Je dis ça un peu au pif. Qui a une bonne vie, situation stable, métier qui lui plaît, copain qui lui plaît, elle a des projets avec, mais ça reste assez peu excitant. Parce que c'est un âge où si t'es enfermé dans une routine depuis longtemps, tu te poses quand même des questions si t'as pas raté des expériences qui pourraient être cool. Et pour faire les travaux dans leur maison de vacances, qui est un de leurs gros projets, elle rencontre le mec qui bosse pour les travaux et tombe totalement sous son charme. A envie de passer tout son temps avec lui, de vivre tout ce qui est possible de vivre, coucher un max avec lui, tout lâcher pour lui. Parce que c'est ça. Quand tu te sens en manque d'expérience et que tu aimerais bien voir autre chose, tu pars extrêmement fort dans tous les sens, en lâchant tout, vers ce que tu penses être quelque chose d'excitant et de nouveau. Et en plus de ce sujet plutôt classique, on traite également du sujet des parents malades, qui est pas forcément quelque chose de simple à apprécier. C'est quand même les personnes qui t'ont aidé à grandir, et tu les vois un peu dépérir, ne plus être eux-mêmes, ne plus se souvenir de toi, c'est compliqué. Et c'est un sujet qui me parle un petit peu en ce moment. Pas mes parents, mais j'ai un de mes grands-parents qui est pas super en forme en ce moment. Pas de là à devenir une personne différente, mais quand même, par rapport à son amour du sport avant, le voir être aussi diminué et alité, Johnny est son prénom, ça fait étrange. Et donc ouais, c'est un sujet évidemment classique, on va pas se le cacher, mais justement, c'est ça qui en fait sa force, parce que ça te parle. Ça traite également de la différence entre l'amour romantique véritable et puissant et l'attachement, qui est plus le fait d'avoir une situation habituelle et confortable que tu peux difficilement quitter. Ça parle de la différence entre l'amour et le sexe. Est-ce que tu peux faire le sexe sans qu'il y ait la moindre goutte d'amour qui s'immisce? Est-ce que tu peux être amoureux de quelqu'un tout en n'étant pas non plus extrêmement convaincu des parties de jambes en l'air? La question se pose. Pour moi, qui suis cucu, c'est amour supérieur au sexe, mais bon. Et vous? Et en plus de tout ça, ça traite également de différences de classe. Le personnage de Sylvain, il est simple. Mais pas que simple dans le sens mode de vie assez léger et pas prise de tête. Non, il est vraiment simple. Comme le nain chauve là dans Blanche-Neige. D'autant plus par rapport au personnage principal, son amoureux, sa famille, qui sont très dans l'intellectuel et dans les sujets humanitaires ou les trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses traitées. Et tout est pertinent. Et avec un accent québécois en plus. Donc que demander de plus? C'est mignon, c'est très sensuel. C'est par contre, si vous n'êtes pas à l'aise avec les relations toxiques, le moment où Sylvain et la dame s'engueulent, c'est compliqué. Sylvain est un sacré con là-dessus. Là, le problème, c'est pas seulement qu'il est simple et qu'il est pas de la même catégorie sociale, là. C'est que c'est sacrément un connard et qu'il est pas très ouvert sur la liberté personnelle des femmes. Et c'est pas un super moment, fou. D'autant plus que c'est assez vite pardonné. Mais voilà. Très bon film de retour sur une de mes passions principales qui m'avait un peu été ralentie depuis un mois. Ça m'a pas relancé dedans, là ça fait 2 semaines que j'ai rien vu, mais... En ça, très bon film. Nous attaquons déjà la dernière partie de cet épisode, celle qui va nous prendre le plus de temps, car elle comporte 9 œuvres dont je dois parler, contrairement à 2, 3 et 1 des parties précédentes. Il s'agit de la partie manga. Celle-ci présente donc les 8 nouveautés de ce mois-ci. Et le dernier rattrapage en date
avec le volume 6, le volume 6 bien sûr, de Family Compo. Et c'était plutôt moyen. 2 tomes que j'ai appréciés, 3 tomes que j'ai pas aimés, 4 tomes que j'ai trouvé moyens. Nous commençons donc avec le volume 6 de Family Compo, qui nous mène donc pile au milieu de l'œuvre, avec ce volume-là, à la toute fin, évidemment. Et ce volume-là est déjà mieux que les précédents, même si ça reste toujours assez limité. Le grand-père est malaisant, il fait chier toute la famille, plus les potes, plus ceux qui sont proches de la famille mais qui ne font pas vraiment partie. Absolument tout le monde. Alors que la fois précédente où il était apparu, il s'était amélioré et était devenu plus sympa. Et que même là, encore une fois, il est montré comme sympa. Donc c'est assez étrange de le voir faire du surplace pour quelqu'un qui est finalement... pas un mauvais bougre. Il a quelques idées reçues, il est un peu compliqué, mais ça va. Et en plus de ça, on a pas mal de gags à la con, que ce soit dans la grotte où ils sont tous enfermés dans le noir, ou alors avec cette histoire de bain mix. Pas mal de blagues un peu con-con, en mode hey, t'es content de me voir et tout, t'es bien dressé, oh là là, alors que c'est un putain de rocher. Ou alors le fait qu'ils aillent dans des bains mix sans vraiment le vouloir, et il y a des parties du corps qui se dévoilent alors qu'elles n'étaient pas censées se faire voir. Par exemple, montrer cet attribut masculin à une personne lesbienne qui adore ton personnage féminin. Bref, c'est des gags un peu à la con qui utilisent le concept de la série pour pas en faire grand chose, si ce n'est de l'humour un peu graveleux et pas très intéressant. C'est un peu dommage. Mais derrière, il y a encore un nouveau personnage qui apparaît, ça fait plaisir. Parce que, comme on tourne en rond, avoir d'autres personnages, ça va quand même débloquer de nouvelles possibilités. Et ici, on découvre une femme qui se déguise en mec pour pouvoir être techniquement plus indépendante et pour pouvoir attirer vers elle notre personnage principal. Ce qui fonctionne plutôt pas mal, parce qu'elle se sert très mal de ses charmes masculins pour piéger un peu tout le monde, et ça fait un beau parallèle finalement avec notre personnage principal, qui utilise, sans même particulièrement le vouloir, ses attributs féminins pour faire du bien aux autres, donc littéralement l'inverse. Et quelle surprise, ce personnage mal élevé qui fait régner la terreur, et qui a été hyper mal élevée, c'est la fille du Yakuza des volumes précédents. Ça pour une surprise, dis donc. Hop là, je suis ironique, hein, que vous avez pas compris. Enfin non, je suis comme Orebi, mais mes phrases étaient ironiques. Voilà. Le volume marche un peu mieux, il y a des trucs un peu plus réussis, notamment grâce au nouveau personnage, le reste c'est un peu plus de la redite. Mais je me pose la question de... c'est vraiment que la moitié de la série là ? On a fait que 6 tomes sur 12. C'est sacrément long quand même. On va pas se le cacher. Une semaine après, j'ai lu le volume 108 de One Piece. Et je ne suis plus dedans. Je m'en rends bien compte quand je lis les chapitres de One Piece les dimanches ou les jours qui suivent sur Manga Plus. Il me manque beaucoup de choses dans One Piece actuellement pour être le One Piece que j'aimais jusqu'à Wano Kuni, non inclus. J'ai commencé ma mini-critique juste par oui. Parce que, hormis le fait qu'il a un très beau taxi, je sais pas vraiment quoi dire sur le volume. Et ça me perturbe grandement d'avoir techniquement autant de choses qui se passent dans le volume pour au final en retirer rien. Parce que c'est beaucoup de combats un peu trop vides pour moi, et c'est dommage. Il y a une ellipse depuis la dernière fois qu'on avait vu nos personnages principaux, parce que la dernière fois ils étaient en position de faiblesse et un traître se révélait près d'eux,
Puis on a fait évidemment le tour du monde au milieu de l'arc, quelle belle construction très agréable. Et là, après l'ellipse, ils sont en position de force et ils ont tabassé le traître. Donc c'est super. Et derrière, ils se font attaquer. Alors, il y a Kizaru, ça fait plaisir de le revoir. En plus, il y a des liens avec les Mugiwara. En plus, il y a du lien avec Bonnie. En plus, il y a du lien avec Sentomaru. C'est cool. Sauf que c'est pas le seul à attaquer, il y a plein de Vesamiro inutiles et pas intéressants juste pour faire du nombre. Et il y a également un personnage important qui fait partie d'une caste spéciale, qui est apparu à belle lurette et qui a rien fait depuis. Il y a un des 5 doyens qui arrive sur le champ de bataille et qui vient se battre. Et hormis le fait qu'il ait un peu empêché la liberté de Bonnie, on s'en fout de lui. On sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'il fait, et il vient juste tabasser des gens. Et au final, avec toutes ces attaques, c'est juste le bordel. Ça va super vite, ça se concentre sur rien et ça change de sujet tout le temps. Et c'est ça mon problème depuis Wano Kuni, qui était sans doute là avant mais que je le sentais beaucoup moins. C'est que les personnages ont littéralement disparu, qu'on a juste plein de révélations qu'on n'a pas demandé, qui se traînent les fesses pour le plaisir de faire des révélations, qu'on a plein de combats pas intéressants parce que les personnages racontent rien, les Mugiwara évoluent plus du tout, ils racontent pas grand chose, c'est dommage, il manque un bon bout de One Piece quoi. Derrière, heureusement, on est sur un flashback, les flashbacks qui sont quand même une des sacrées grosses forces de One Piece jusqu'ici, et c'est pareil. Alors, c'est mieux, parce que les flashbacks sont quand même plus intéressants, parce que littéralement centrés sur les personnages, c'est le principe. Le problème, c'est que là aussi, le flashback s'étale sur 78 années de la vie de Kuma, ce qui est énorme, et fait traiter beaucoup trop de sujets. Et avec ça lance quand même pas mal de messages, qui sont importants, sur la liberté, sur les rois tyranniques, sur les rois à la con, sur les rois qui sont à la con à cause du gouvernement mondial au-dessus d'eux, sur plein de choses, sur la liberté qu'il voulait offrir à sa fille, sur le fait que Dragon c'est quand même un sacré gars qui pense bien au plaisir personnel de ses alliés, plus qu'à ses idées, et ça marche bien. Il y a plein de sujets, c'est très cool, mais peut-être un peu trop pour avoir un propos vraiment impactant. Et en plus de ça, Oda s'amuse à faire des clins d'œil pas forcément subtils et pas spécialement intéressants, qui prennent encore de la place pour pas grand chose. Le premier exemple qui me vient en tête dans ce volume, c'est qu'à un moment, quand Kuma a commencé à être un Captain Corsair, il visite pas mal d'îles et pas mal de monde, et dans les îles qu'il visite, il y a littéralement toutes les îles sur lesquelles il va envoyer l'équipage pendant l'ellipse. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de justifier le fait qu'il ait envoyé les personnages sur des îles exprès faites pour eux, parce qu'ils les avaient visités? C'est qu'un petit clin d'œil, mais je maintiens que ça surcharge le récit pour pas grand chose. C'est un exemple parmi plein d'autres. Mais c'est le genre de révélations qui sont pas nécessaires et qui mangent un peu l'efficacité et les personnages. Et finalement, il y a trop de personnages, trop de messages, trop de choses dans ce flashback, alors que le cœur derrière est trop cool. C'est juste un père fabuleux, enfin pas qu'un père d'ailleurs, un maire, un pasteur, un roi fabuleux, qui fait toujours tout pour les autres, quitte à souffrir lui-même en silence, et qui est prêt à abandonner toute sa vie, toute son humanité, tout le bonheur qu'il représente, pour pouvoir théoriquement soigner sa fille d'une maladie incurable. C'est magnifique, tu vois, les idées derrière. Et c'est ça qui est dommage avec One Piece et qui me saoule le plus. Le fait qu'il y a un univers immense, qui est plein de personnages, qui est plein de magnifiques idées, que j'ai apprécié grandement 90% du voyage, et que là, j'ai décroché, et j'aime moins la construction et la façon de faire. C'est tellement dommage. Derrière, j'ai lu le volume 13 de Spy X Family.
On se retrouve après la bataille du volume précédent qui m'avait quelque peu laissé de côté, alors que c'était ce qui était le plus proche de l'intrigue principale depuis un bon moment, on va pas se le cacher. Et même comme ça n'avait pas suffi à me convaincre, j'étais un peu resté à côté, parce que l'intrigue principale, c'est un truc d'espionnage, mais c'est pas si passionnant que ça en fait. Il y a plusieurs clans autour de Lloyd, ça se battait et ça s'est moyen passé. Et mon problème principal, ça se retrouve dans la conclusion qu'on a ici. Parce que oui, c'est la fin de la bataille qui est le fil rouge de la série. Ok. Le problème, c'est que le résultat, c'est égalité. Lloyd a réussi à éviter des morts importantes, mais a perdu quelques informations hyper utiles dans le combat. Au final, ils ont tous envie de s'améliorer pour éviter de perdre autant la prochaine fois ou de pas réussir à gagner tout ce qu'ils voulaient. Et ce qui nous ramène surtout à nouveau à la situation immobile et figée. Puisque c'est égalité, donc tout le monde a autant perdu, autant gagné. Les gens veulent s'améliorer, mais ça c'était le cas depuis tout à l'heure. Et rien n'a bougé, rien ne va bouger, et on va retrouver notre petit train-train quotidien, et c'est dommage. Space Family avait le potentiel d'être intéressant, et se répète peut-être un peu trop avec ces personnages qui sont finalement assez limités. Derrière, on nous ajoute un nouveau personnage, enfin 2 nouveaux d'ailleurs, un couple de voisins, vieux, qui habitent dans le même bâtiment que nos personnages, et le vieux est mignon. Il perd un peu la tête, n'a plus trop ses souvenirs, il a du mal à retrouver sa maison, mais il est mignon. Et il sert un peu à entraîner Anya pour l'école, voilà. Mais je pense que c'est pas le nombre de personnages le problème actuellement dans la série, donc c'est cool hein, il est pas raté. Mais est-ce qu'il va être utile et est-ce que ça va être pertinent ? Ah, je suis moins sûr. Et sinon, à côté de ça, on a un peu de Anya et de son amoureux, mais on a déjà vu à quel point ils sont gênants, à quel point ils n'arrivent pas à se comprendre, à quel point chaque geste de l'autre est mal interprété à finir en petite amourette mignonne. Ok. On a Yor qui est stylé et badass, grâce à son discours d'ouverture d'esprit pendant la fête en l'honneur des personnes blessées à la guerre. Elle est très très cool. Et en même temps, le fait qu'elle soit aussi forte politiquement, même sans le vouloir, ça la rapproche de la femme Desmond, et donc ça marche bien pour leur plan global, c'est ok. Donc au final, il y a des bons sujets, hein. Parce que les 3 passages ont un peu avancé, chacun de leur côté, avec certes des situations qui ont un peu ramé pour certains qui ont fini à égalité, mais les autres ont un peu avancé, même si c'est avec des éléments déjà vus. Mais le problème global, c'est qu'il y a peut-être un peu trop d'humour pour pouvoir avancer vraiment, et pour montrer des vrais sujets réussis et intéressants, parce qu'on se retrouve vraiment sur eux, qui sont pourtant juste à côté. Et c'est un peu dommage. On est à rien du tout, tu vois, d'être bon, et là, pour l'instant, on est même pas moyen. Ensuite, j'ai lu le volume 20 de The Heroic Legend of Arslan, le premier ou deuxième, je ne sais même plus, depuis que je suis à jour. Et je crois que je me suis vraiment aigri à propos de cette œuvre, on va pas se le cacher. Le volume s'ouvrait sur une bataille à 3, le clan d'Arslan, le clan des Pars qui avaient volé leur royaume au début de la série, et le clan des religieux qui sont des sacrés sacs à merde. Donc bataille à 3 camps, ça peut être intéressant. Et là, ça n'existe même pas dans le volume, parce qu'en 2 secondes et demie, les religieux se font piéger, et meurent, et disparaissent, et après c'est la fin de la bataille. Donc peut-être un peu rapide et pas trop impactant pour une bataille à 3 camps, avec des camps aussi importants depuis le début de l'œuvre. Alors oui, il y a une très belle vengeance, on va pas se le cacher. En mode, oui, vous nous avez piégé d'une façon au début de la série, oui, on a souffert de fou, mais depuis on a remonté la pente, et on vous fait le même piège, en plus décisif, parce que là, il y aura pas de survivants, pour le coup, qui pourront remonter.
Donc en soi, le retour est plutôt cool, le retour de bâton. Mais est-ce que ça valait le coup de teaser une bataille à 3 camps pour une vengeance aussi simple, bien qu'ayant beaucoup de sens? Ah, je sais pas. Derrière, on nous bassine encore avec des nouveaux secrets de la famille royale, parce que Ilmès c'est finalement peut-être pas celui qu'on croyait. Déjà, on nous teasait son identité depuis le début, puis on nous a fait « Waouh ! Truc de dingo !» En fait, il est lié par le sang comme ça. Et là, on vient de changer l'histoire. Et on vient de changer aussi l'histoire pour Arslan. Alors, oui, techniquement, bouger un peu les liens du sang de ces deux personnages qui sont tous les deux en train de courir après le trône, ça a du sens. S'ils sont plus éloignés de la lignée royale que ce qu'ils pensaient, où est leur légitimité à prendre le trône? Est-ce qu'ils en ont quelque chose à foutre? Est-ce que c'est le sang qui doit être le sujet principal? Ou est-ce que c'est genre les actes et l'envie de faire le bien dans le royaume? Hein? On se demande bien qu'est-ce qui va être le plus important, hein? Et donc, pourquoi pas? C'est cool de faire bouger le lore, les intrigues, de faire bouger les liens du sang, ça a un peu de sens dans la réflexion des personnages sur leurs actions. Le problème, c'est que malgré ces mouvements de lore, les personnages n'évoluent absolument pas et n'avancent absolument pas. Donc, est-ce vraiment bien nécessaire de leur apporter de nouveaux éléments ainsi? Je suis pas sûr. Et même niveau intrigue, au final, ça ne bouge pas tant que ça. Oui, il y a eu la bataille qui a fait payer les religieux, mais derrière, le reste a pas beaucoup avancé. Ce qui fait un tome très light et assez compliqué à retenir, on va pas se le cacher. Et au final, les persos sont coincés. Les gentils sont juste gentils et arrivent assez facilement à ce qu'ils essayent de faire, donc c'est limité. Ils ont pas grand chose à apprendre ni à évoluer. Et les méchants, qui sont quand même censés être une grande partie de la source de divertissement d'une œuvre, pour leurs parallèles, pour leurs idées différentes, pour leurs plans, pour leur charisme, sont là juste assez cons. Ou assez éloignés, donc c'est très dommage. Et même niveau stratégie de guerre, je connais des mangas qui sont un peu mieux là-dessus. Kingdom par exemple, genre à tout hasard. Ce qui fait qu'au final là j'ai pas grand chose à retenir de ce volume là. Alors est-ce que c'est plus le volume où maintenant que j'ai vraiment décroché de la série, maintenant que je suis à un rythme plus lent que quand je rattrapais, je sais pas vraiment, mais là je me suis ennuyé pour le coup, y a pas de souci là-dessus, c'est sûr et certain. Ensuite j'ai lu le volume 4 de Earth Gear, et c'est fou comme ça faisait longtemps. Ça fait littéralement 4 ans depuis le dernier volume de Earth Gear. Et pour voir que c'est le 4ème volume sur 7, c'est dommage d'avoir tenu 4 ans au milieu de la série. Je suis un peu content d'avoir le retour de l'auteur. J'avais envie de l'appeler Tsukasa Takaoki, un truc comme ça, mais on va peut-être vérifier. Parce que sinon c'est un peu étrange. C'est Tsuyoshi, je crois. Takaki Tsuyoshi, voilà. Donc ouais, 4 ans après, je l'avais découvert dans le Jump avec Black Torch, qui était hyper classique mais plutôt efficace. J'avais lu son mini one-shot là, avec un des volumes de Black Torch, qui était à peu près le même principe, les mêmes propos, mais qui était cool aussi. Et donc je m'étais lancé dans Earth Gear assez volontiers, qui changeait un peu des codes, même si c'était toujours pour faire un peu du combat spectaculaire à la con, mais les raisons derrière changeaient un petit peu d'habitude, c'était cool. Et là, ça fait 4 ans. Donc me rappeler vraiment de ce qui s'est passé dans les 3 premiers volumes, il y a 4 ans ou plus, c'est compliqué. Mais on est là. Et c'était encore plus bizarre de faire ça sur une fin d'arc. Alors, non pas que les arcs soient particulièrement longs, hein, dans une série en 7 volumes, on peut pas s'attendre à des arcs très longs, c'est logique. Mais c'est bizarre de revenir là. Surtout qu'au final, attendre 4 ans pour voir un combat contre un robot gigantesque, qui est certes surpuissant mais qui n'a plus du tout de mission, qui passe pas en mode destruction, c'était pas des plus passionnants non plus. Ça philosophe pas mal sur la vie et la mort, assez logiquement, quand t'as un robot géant qui n'a plus de mission, qu'est-ce qu'il a à faire, d'autant plus qu'il avait rassemblé pas mal de robots gladiateurs,
Maintenant qu'il n'y a plus de mission, est-ce que c'est important leur mission? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? C'est des trucs qu'on a déjà vus, je crois, dans les volumes précédents. c'est ok. C'était peut-être plus pertinent il y a 4 ans, ou alors c'est le fait de revenir en plein milieu sur ça, et je sais plus. Après, t'as nos personnages qui arrivent dans une forêt face à un bobo, voilà, c'est là que ça philosophe vraiment, en fait, je crois. Et après, on retrouve les propos que je viens de dire. Et pendant ce temps-là, on se retrouve, nous, dans le lieu final que visent nos personnages, qui est en train de se séparer en 2 camps. Un camp qui veut récupérer nos personnages parce qu'ils peuvent être utiles, et un camp qui veut détruire nos personnages parce qu'ils font peur. Classique aussi, mais c'est cool de voir 2 forces armées différentes venir du même endroit, sachant que c'est l'endroit qu'ils visent, qui les prend à moitié pour des sauveurs. Bon, enfin, pas vraiment dans le sens de les laisser libres, mais dans le sens de les utiliser, ce qui est pas vraiment le meilleur genre de sauveur, et à moitié pour des dangereux criminels qu'il faut détruire direct. Et en même temps, du coup, ça présente tous les personnages de l'arc final, de la partie finale qui va se prendre en 3 volumes, logiquement. Et voilà, les éléments prennent de la place et sont plutôt lents, mais en fait c'est pour faire des combats un peu à la con, avec des très beaux dessins certes, mais un peu à la con, avec de la philosophie sur l'existence et sur l'IA, qui est finalement un peu facile. Est-ce que j'ai vieilli? Est-ce que le sujet est devenu un peu plus naze en 4 ans? Est-ce que je suis moins dedans après 4 ans de pause? Je ne sais pas vraiment, je suis assez intrigué pour savoir quelle est la vérité parmi tout ça, et donc motivé à lire les 3 tomes suivants, pour savoir ce qu'il en est, écoute. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'œuvre? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le sujet? Parce qu'au final, un gros combat, un petit baba cool qui fait un peu de philosophie, et les ennemis de la partie finale qui se séparent en 2, on a vu plus passionnant et plus rempli comme volume. Parce qu'en plus, ils sont gros, les tomes de Ki-hoon. Alors, avoir que ça au final, c'est bizarre. Derrière, j'ai enchaîné avec le volume 15 de Sakamoto Days, qui est une des 2 meilleures lectures manga de ce mois-ci. Quelle surprise! On était à Bangkok. Voilà, imaginez-vous un coup de poing dans la bite maintenant et rigoler à cette super gag. Avec Io, donc notre sniper qui a pas fait grand chose depuis le début. Non, ça c'est pas lui. Avec Aisuke, notre sniper qui n'a pas fait grand chose depuis le début. Et Io, le mec purement dans la force brute de l'ordre. Donc une équipe plutôt rigolote à voir et plutôt en mode les délaissés de leur groupe. Donc c'était cool de les voir combattre ensemble, pas dans le sens genre l'un contre l'autre, ensemble main dans la main. Et le combat est trop cool. Il est surpuissant. Leur adversaire est monstrueux, mais leur duo marche très bien alors qu'ils se découvrent. Ils arrivent à un peu utiliser leur capacité l'un l'autre, genre Aisuke qui tire au sniper sur Io, qui renvoie la balle par force brute dans la gueule de notre adversaire, c'est rigolo. Ça utilise à fond le monde autour, avec encore les véhicules qui traînent, les bus, plein de trucs à la con à Bangkok, et également même les civils, et ça c'est plutôt rigolo de voir la différence de mentalité entre Slur, l'ordre et la bande de Sakamoto, avec le traitement des civils, ça se voit bien. Et même la conclusion tout en puissance de ce combat, avec un très beau sacrifice et une très belle façon de mourir tout à fait noble, qui marche très bien. Et derrière, il y a plein de trucs différents. On a des secrets de Slur qui sont dévoilés, parce qu'on a enfin une confrontation très rapide face à la bande de Slur. On retrouve tout le petit monde, Slur, ses potes, les anciens adversaires qu'on a affrontés, les petits jeunes qui étaient à l'examen de la JCC, plein de personnages, plein de promesses de combats ou d'intrigues pour la suite, les secrets directs du passage de Slur qui a un peu évolué et qui est assez particulier finalement. Derrière, on a un passage mignon et peut-être pas si pertinent mais qui marche très bien, parce que c'est cool de voir de l'humanité, d'autant plus en passant par la fille de Sakamoto, c'est original. Et c'est comme ça que tu comprends mieux pourquoi Sakamoto peut devenir aussi puissant en quittant sa puissance d'assassin pour récupérer une puissance humaine bien plus grande et plus utile. Et voir une si petite fille être aussi proche d'un ennemi, c'est cool, ça marche bien. Il y a également de l'entraînement pour Aisuke, parce que même si c'est bien battu, il a encore du retard un petit peu sur le reste du cast. Et c'est cool de le voir essayer d'affronter ce retard, ça fait plaisir. Et en même temps, on nous balance un plan plutôt génial avec pas mal de grosses promesses pour l'arc suivant,
qui est genre dans un musée, avec 3 camps, Slur qui veut tout faire péter, avec l'ordre qui veut tabasser Slur en détruisant un peu le musée, ils s'en foutent un peu, et Sakamoto qui veut essayer de détruire Slur tout en étant le plus calme possible avec le musée. Il y a aussi les cadres de l'ordre, il y a plein de sujets et tout, ça va être trop cool. On nous promet aussi un combat contre un sniper adverse, et ça va être original, parce qu'il y a eu que Aisuke au début. Et parce que là on va avoir Aisuke contre un nouveau sniper, et ça peut être cool, un combat purement de sniper. C'est tous les éléments réussis de Sakamoto, hein. Les combats de fou, les secrets, l'humanité, l'entraînement, les plans géniaux pour la suite. Mais tout ça condensé en un seul volume, c'était trop agréable à lire. Tout simplement. Ensuite, j'ai lu le volume 19 de Undead Unluck, qui est lui aussi une des meilleures lectures de ce mois-ci. C'est original, hein, dis donc. Les mois se suivent et ne se ressemblent pas, hein. Imagine un mois où les meilleures lectures c'est Sakamoto Days et Undead Unluck. Ça serait fou. Les seuls éléments qui me motivent un peu à lire le Jump sur Manga Plus, hein, je crois. Bien que ça ne suffise pas, j'ai encore à nouveau du retard sur le Jump. J'en suis pas encore à 4 semaines, ce qui est trop de retard parce que après c'est plus sur le site. Mais ça va se rapprocher, hein. Ah, ça va se rapprocher. Et c'est un volume entier pour récupérer le personnage de Shen, récupérer provisoirement le personnage de Feng, et récupérer, évidemment, j'ai pas noté son nom et j'ai oublié, Mui. Bref, tous les personnages liés au style arts martiaux asiatiques. Et comment tu récupères des personnages qui sont basés sur les arts martiaux? En faisant un tournoi d'arts martiaux. L'arc classique de tous les shonen manga fut un temps, j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins maintenant. Mais l'arc classique, qui est du coup ici très justifié. Pour chaque archétype de personnage, il y a un arc de récupération lié à leur archétype. La guerre, l'espace, la boxe. Et ici donc le tournoi d'arts martiaux. Et en plus de ça, le tournoi est plutôt bien utilisé. Parce que le but c'est rendre Shen extrêmement puissant pour qu'il puisse affronter de lui-même Feng. Et que Feng se rende compte que finalement, être avec du monde, ça peut aider à devenir plus fort. Et c'est pas juste la force brute qu'on garde toute sa vie éternellement parce qu'on est jeune. Le salaud. Qui suffit à être fort. Et justement, le tome était très bon, parce que Shen et Feng sont passionnants tous les deux. Autant sur leur lien, qui est un lien littéralement père-fils, puisque Feng a été obligé d'élever Shen sous l'impulsion de Fuko, ce qui rend les personnages extrêmement proches dans leur éducation, dans leur vision du monde. Et la seule différence, c'est que Shen profite vraiment de la vie et a vraiment un cœur de défendre les autres, parce que lui reste pas jeune éternellement. Donc il a du boulot. Et voilà, c'est hyper intéressant. Il y en a un qui fait un tournoi juste pour pouvoir trouver un mec ultra fort, l'affronter et donner un peu de sens à sa vie pendant quelques secondes. Bien qu'il sait que ça sera provisoire parce que l'autre va finir par vieillir et par perdre de sa force petit à petit. Pendant que l'autre devient le plus fort possible en prenant, acceptant et réussissant son malheur, en affrontant plusieurs types d'adversaires différents dans le tournoi pour devenir plus puissant face à plein de styles différents, en ayant que faire de pas être plus fort plus tard. Le but c'est d'être au max de sa forme maintenant pour pouvoir protéger ceux qui lui tiennent à cœur. Ça marche. C'est fluide, c'est agréable à lire. Y a pas des masses de choses à retenir finalement. C'est un tournoi d'arts martiaux, centré sur 2 personnages. Ça marche. D'autant que derrière, ça risque d'être un peu plus étrange, parce que le prochain personnage à récupérer, c'est Shikara, et celui-ci, c'est juste un lycéen normal. Donc tout le monde s'infiltre dans un lycée au calme, pour être plus proche de Shikara quand le problème arrivera, et pour ça, ils vont essayer de vivre une année normale au sein de l'école, ce qui est pas une promesse très passionnante, même si pour certains personnages qui n'ont jamais pu y aller et qui s'en plaignaient beaucoup depuis le début de l'œuvre, ça fait plaisir de voir qu'ils y sont enfin et qu'ils peuvent réaliser un de leurs rêves.
Cette grande partie de récupération est toujours facile, parce que Foucault a absolument tout prévu, comment régler chaque problème, elle a tout ce qu'il faut niveau puissance, niveau argent, niveau temps, niveau énergie. C'est peut-être un peu trop simple. Toujours. D'autant plus que les personnages qui ont leurs problèmes à régler les règlent très vite et sont parfaits pour les situations qu'ils ont affrontées derrière. Ce qui fait un peu trop forcé, en mode tout est évident, tout est facile. C'est un peu dommage. Mais le propos est un peu différent d'arc en arc et les passages sont passionnants, donc je prends volontiers, écoute. Derrière, j'ai lu le volume 10 de No Longer Rangers, et comme d'habitude, le niveau est hyper aléatoire d'un tome à l'autre en fonction de ce que le volume raconte en lui-même, parce que la série est très inégale. Elle est basée sur des mystères et des situations longues, donc ça peut être très aléatoire. Et là, pour l'instant, on est un peu sur la partie basse. Je trouve le volume un peu long et un peu trop chargé. Oui, c'est étonnant. Normalement, c'est les volumes qui sont un peu vides qui me saoulent, parce qu'il n'y a pas assez d'idées. Mais là, c'est le fait que c'est trop chargé, ça se concentre pas assez sur les éléments, et du coup, il y a des gros ratés, avec des idées qui sont normalement plutôt bonnes et intéressantes. On a des anti-rangers qui sont apparus, grâce à quelques actions réussies des troupiers, et quelques actions vraiment ratées de leur côté. Mais le problème, c'est que c'est vraiment des malades mentaux, ce qui fait que le message a un peu de mal à passer, et un peu violent, c'est dommage. Les Rangers sont du coup moins nombreux, parce que comme ils ont une moins bonne image, soit ils se font avoir, soit ils fuient le clan. Mais ceux qui restent, ils s'en contrefichent d'être moins nombreux et ils continuent à être là. Alors comme c'est censé être des héros, pourquoi pas ? Mais comme ça n'en est pas vraiment, c'est bizarre qu'ils s'en fichent à ce point et qu'ils soient quand même prêts à détruire les monstres quand même. Et malgré ça, malgré le fait qu'il y ait quelques clans différents, dont certains en faveur des troupiers, notre troupier principal préfère agir en solo pour éviter d'être contre ses ennemis directs, ça serait bizarre de les rejoindre, ou même contre ses alliés de circonstance qui sont pour les troupiers, mais qui agissent super mal et qui ont des mauvaises méthodes et des mauvaises envies pour les troupiers, qui leur correspondent pas du tout. Donc, le voir réfléchir à quel camp serait le mieux, et le voir se choisir lui-même tout seul, un peu moins caché comme plan, c'est sympathique et ça fait un peu changer les choses. Mais c'est le rythme global avec lequel j'ai du mal. On a eu genre 4 tomes d'admission dans l'école des troupiers, et là en 2 volumes, il y a plein de troupiers qui ont... des rangers, pardon, pour l'école. Et là, il y a plein de rangers qui ont disparu, il y a un gang anti-rangers qui est apparu et qui a très vite souffert, il y a une grande guerre qui vient de se lancer, il y a le troupier qui a enfin décidé d'agir tout seul, il y a trop de choses d'un coup. Ça se concentre pas assez et c'est particulier. Donc j'ai un peu de mal à suivre. D'autant plus que les anti-rangers ont dans leur rang un personnage assez important jusqu'ici et un membre de sa famille, et que c'est étrange de les voir aussi à extrême d'un coup. Donc est-ce que c'est un plan pour plus tard ou est-ce que c'est mal construit ? C'est difficile de dire maintenant, mais j'ai ma petite idée. Et surtout, mon problème c'est qu'au final maintenant il y a trop de camps différents. Le troupier, les autres troupiers, les anti-rangers, les rangers, et je me demande même s'il n'y a pas des petits camps en interne qui sont pas forcément avec l'idée principale du camp. Et en plus de ça, il y a pas mal de faux semblants, avec des gens qui sont pas dans leur vrai camp et qui changent un peu d'idée dans tous les sens. Alors, j'ai écrit Transition violente, je sais plus vraiment à quoi je faisais référence, parce que c'était il y a 2 semaines et que le tome je l'ai bien oublié, mais ça doit partir d'un sujet à un autre très rapidement, ou alors on passe très vite peut-être à la guerre qui s'est lancée alors que le savant on était tranquille. Je sais pas trop. Et surtout, le truc qui me questionne le plus, et qui s'éloigne du principe même de la série, pour moi jusque-là, c'est qu'à la fin du volume, le personnage principal n'en a plus rien à faire de son masque. Et c'est étrange. Autant que les Rangers aient assumé leur visage sans masque, pour améliorer leur image, et montrer que c'est des humains, et se vendre un peu mieux, c'est normal. Mais que le troupier retire tous ses masques alors qu'il était caché et infiltré depuis le début,
Je vois pas trop en quoi ça va l'aider, je trouve ça extrêmement étrange comme mouvement. Donc c'est un volume qui m'a plus perdu qu'autre chose, alors qu'il y a des milliards d'avancées dans tous les sens. C'est trop particulier, je sais pas quoi en faire. Et pour l'instant, la série est trop aléatoire. J'ai bien aimé l'arc de l'école, alors que c'est pas pour tout ça fait avancer grand chose. Avant c'était long, là je suis pas convaincu. Je sais pas trop quoi faire. Et finalement, l'auteur serait peut-être pas si bon que ça. Hein? Faire une histoire d'amour avec des quintuplés trop longues, ça devait peut-être me mettre la piste à l'oreille. On sait pas. Et enfin, déjà, alors que ça fait 1h13 que j'enregistre, et qu'on sera sûrement à moins une fois les silences retirés. Et ensuite, j'aurai même du montage à la vidéo pour retirer toutes ces affreuses tout. Alors, je pourrais pas faire grand-chose pour mon nez bouché et ma voix donc différente. Bref, j'ai lu le volume 21 de My Home Hero, une série que j'apprécie beaucoup. Quand bien même, elle aura peut-être un peu trop étiré ses 2e et 3e arcs pour ce qu'ils ont à promettre. Mais bon. Ce volume-là est plutôt mimi. Apparemment, j'ai écrit ça comme premier adjectif, alors pourquoi pas, hein, on va pas se le cacher. Parce qu'au final, l'arc est un peu long ici, hein, on poursuit Kubo depuis un moment, il nous fait un jeu de piste en boucle, où il prévoit un attentat, laisse des indices sur l'attentat, Tetsuo y réfléchit tout seul et arrive à le gérer, récupère un indice sur l'endroit où Kubo va revenir au Japon. C'est peut-être un poil long, parce que les questions autour, c'est les mêmes depuis le début de cet arc, qui est... Est-ce que Tetsuo est vraiment un héros à avoir affronté Kubo tout seul? Ou est-ce qu'il y a des raisons de pourquoi il était dans la merde? Ou est-ce qu'il est pas genre même le seul fautif? Il y a des sujets, hein, pourquoi pas? Là, il est encore plus suspecté par plus de personnes, sa fille, plusieurs flics, et ils enquêtent un peu ensemble. Il y a pas mal de choses qui se passent, hein. Mais l'intrigue globale se traîne un peu. Parce qu'au final, hormis les suspicions sur Tetsuo, pour l'instant, on a les 2 jeunes du village qui sont pas réapparus depuis le début de l'arc, et c'est à peu près tout ce que l'arc raconte. Et aussi, évidemment, que la fille de Tetsuo doit beaucoup à son père, donc essaye d'être la meilleure policière possible pour lui rendre hommage. Quand bien même, ça serait le foutre dans la merde d'être la meilleure policière possible, mais c'est mignon. Et justement, les personnages sont mignons, hein, Tetsuo et sa fille, ça marche très bien comme concept. D'être fier de sa fille qui évolue, qui enquête sur lui, elle qui veut enquêter pour le rendre fier et en même temps pour l'arrêter de faire des conneries pour elle. Il y a plein de sujets très cool autour de cette histoire. Juste, ça se traîne un peu. C'est long, c'est déjà vu et c'est un petit peu dommage. Mais comme c'est le dernier arc, il faut bien prendre le temps de poser les derniers éléments, de bien poser les dernières questions, de bien poser les derniers personnages pour faire un grand final qui va commencer maintenant parce que les 2 vilains principaux, Kubo qui est de retour et son chef qu'on n'avait jamais vu jusqu'ici apparaissent enfin. Et donc je pense qu'on va pouvoir lancer le combat, l'affrontement final, le dernier élément d'intrigue et conclure tous ces personnages qui peuvent traîner plus ou moins depuis un petit moment. Et c'est cool, c'est très cool même dans l'idée. À voir ce que cette toute dernière partie va donner, à voir s'il valait le coup de faire monter autant les choses depuis le début de cette dernière partie. Mais moi je suis toujours séduit par My Home Hero et dans l'attente de savoir ce qu'ils vont faire vraiment. Voilà qui conclut déjà notre épisode de octobre, que je termine le 16 novembre d'enregistrer. Mais il va encore falloir monter l'épisode de septembre et le sortir, puis monter celui-là et le sortir, donc c'est pas pour tout de suite. Mais on est un peu moins en retard. J'aimerais bien enregistrer cet épisode j'aimerais bien enregistrer ce que j'ai vu en jusqu'ici aussi, histoire d'être plus à jour. Comme ça, je finis d'enregistrer, j'enchaîne les montages, j'envoie, et je suis à nouveau à jour et libre tranquillement, pour pouvoir continuer de découvrir des œuvres, et être tranquille, reprendre les lives, et enfin continuer Komorebi tranquillement, après un retard considérable pour seulement 2 semaines de vacances en août. J'espère aussi me soigner prochainement, parce que ça fait 3 semaines que je tousse et j'en peux plus. Et 4 jours, je crois que j'ai le nez bouché. Ça commence à être chiant. Bref. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez découvert courant du mois d'octobre. À me dire ce que vous avez pensé des œuvres
dont j'ai parlé dans cet épisode. On se retrouve prochainement pour la suite. Une grosse vidéo, un autre épisode, un live peut-être, qui sait. On sait pas. Mais d'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À Comoré bientôt.